La suite de votre 12-15, je vous le disais, on parle souvent des méthodes employées par Moscou pour prendre le contrôle des territoires occupés. C'est ce qu'on résume par le terme de russification. Et bien, dans ce même but de mettre au pas les populations, il semble que Moscou ait trouvé une nouvelle façon de procéder. Les chercheurs de l'université de Yale ont en effet découvert dans le Donbass, et plus particulièrement de la région de Donetsk, à l'est du pays, 21 sites d'enregistrement, de détention, de filtration organisés par les Russes. Bonjour Nevin Potros, merci de nous avoir rejoints. Que disent exactement ces chercheurs dans leurs travaux qui viennent d'être rendus publics ? Eh bien, les chercheurs ont mis à jour finalement tout un système de filtration russe grâce à des photos, des vidéos, des images satellites. Ils ont donc repéré 21 lieux qui ont servi à enregistrer, à interroger et à détenir des prisonniers de guerre, évidemment, mais également des civils. Ces 21 lieux, les voici. Ils sont principalement situés donc dans l'oblast de Donetsk et plusieurs d'entre eux ont retenu notre attention. D'abord, la ville de Kokasne. C'est une école qui, pendant plusieurs semaines, a été transformée et a servi à enregistrer et à détenir les habitants des villes voisines. Aucun objet personnel n'était autorisé sur place. Les passeports ont été confisqués. Pour sortir, il fallait demander l'autorisation aux Russes. Un témoin raconte d'ailleurs qu'un homme a demandé à sortir pour aller nourrir sa mère paralysée, demande qui aurait été refusée par les Russes. La femme serait morte de faim. Un autre témoignage fait état d'une personne qui serait morte dans cette école, dans ce centre de détention. Son cadavre serait resté là pendant plusieurs semaines. Autre ville, autre fait, là aussi très inquiétant, dans la ville de Doukousnake. Cette fois, vous le voyez, c'est un centre culturel qui a été utilisé pour enregistrer et là aussi détenir des civils. On le voit sur cette image satellite, notamment ce bâtiment avec beaucoup plus de véhicules que d'habitude. Preuve effectivement qu'il y a eu une influence. Beaucoup de personnes à ce moment-là. À l'intérieur de ce centre culturel, on voit sur des vidéos et des photos qui ont été partagées et recueillies par les chercheurs de Yale, des femmes, des enfants dans des conditions évidemment très compliquées, peu de nourriture, pas d'accès aux sanitaires. Tout cela évidemment est très choquant, mais la ville qui a le plus retenu notre attention, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Volnovka. Là, c'est un centre de détention de longue durée qui a été ouvert par l'armée russe dès le début du mois de mars. Un centre de détention de longue durée pour des civils qui n'auraient pas passé les filtrages, mais également pour des prisonniers de guerre, notamment pour les prisonniers qui ont combattu à Mariupol, les soldats d'Azovstal. Merci beaucoup, Nevin. On va poursuivre. Allez-y, oui, pardon. On va poursuivre. Donc. Pardon, je reprends pour donc les prisonniers d'Astoval, là aussi dans des conditions évidemment catastrophiques, déplorables, avec une surpopulation. On parle d'actes de torture, beaucoup de témoignages. On avait envie de vous les partager ce matin. C'est pour ça que je me permets de poursuivre, Christophe. Parmi ces témoignages, on peut lire ceci. Dans la cellule civile, il n'y avait pas de lit, nous dormions sur le sol. On donnait 5 à 10 litres d'eau au maximum pour 40 personnes. C'était principalement des habitants de Mariupol qui se trouvaient sur place. Autre témoignage, lui aussi édifiant. Un détenu régulièrement battu a été retrouvé mort à l'isolement. Les aides-soignants lui ont mis un drap sur la tête, l'ont chargé dans une camionnette mortuaire. Et on dit aux autres détenus qu'ils s'étaient suicidés. Voilà ce qui s'est passé dans ce centre, dans des images, grâce à des images satellites. On a également vu, les chercheurs, en tout cas l'Institut de Yale, ont également repéré des tombes qui avaient été creusées un peu partout à proximité de ce centre de détention de longue durée, ce qui fait dire aux chercheurs américains que les conditions de détention devaient très probablement être plus que déplorables. Alors, des membres de la Croix-Rouge ont pu se rendre sur place, inspecter les lieux, voir ce qu'il en était réellement. Mais les ex-détenus qui se trouvaient sur place parlent tout simplement de simulacre, d'un spectacle, puisque les membres de la Croix-Rouge n'ont pas pu accéder à l'ensemble de ce centre de détention.
Aujourd'hui, les chercheurs de Yale y mettent toutes ces images en avant, d'abord pour appeler la communauté internationale à réagir et puis demander à Moscou, évidemment, de laisser les ONG, de laisser l'ONU pénétrer dans ce centre de détention pour voir ce qui s'y passe réellement, s'il y a effectivement des tombeaux à proximité de la prison. Sur ce site, évidemment, ils demandent des contrôles, mais également dans les 20 autres lieux qu'ils ont repérés. Merci beaucoup, Nivine. Voilà, j'étais pressé de vous dire merci tout à l'heure, mais ça valait vraiment cette chronique pour comprendre ce qui se passe également, loin parfois des caméras de télévision. Vieux pieux, encore une nouvelle fois, que de demander aux Russes de laisser passer des représentants de l'ONU et de pouvoir essayer tant bien que mal de secourir. C'est des méthodes qu'on a déjà connues par le passé. Oui, alors ce qui, évidemment, donne du crédit à cette procédure, c'est l'identité des auteurs de ce rapport. L'université Yale jouit d'une réputation qui n'est pas usurpée. Je ne pense pas que ce soit un petit groupe de militants qui auraient concocté ce récit accablant. Pour moi, c'est le reflet quasiment mécanique d'une autre sous-estimation de l'adversité par les Russes. Il y avait d'abord cette sorte de mépris affiché envers l'armée ukrainienne. On a vu ce qui est advenu depuis. Et puis, il y avait aussi le fait que, dans le fantasme initial de Vladimir Poutine, la population ukrainienne, tout uniment, accueillerait l'armée russe comme une armée de libérateurs. Et donc, les phénomènes de résistance qui ont surpris l'appareil de renseignement et l'appareil opérationnel russe ont conduit ensuite à une suspicion généralisée. Que traduit l'instauration de ce type de centre, puisque tout le monde est suspect. Je vous donne deux exemples très récents. Il y en a un qui date d'hier, l'autre de la veille. Vous avez un attentat à l'explosif qui a eu lieu dans une ville qui s'appelle Priazovske, dans l'oblast de Zaporizhzhia. Un attentat qui visait quoi? Un centre, un quartier général pour un hypothétique référendum de rattachement. La veille, là encore dans l'oblast de Zaporizhzhia, un engin explosif improvisé, comme on dit, avait mis fin au jour du chef de l'administration civilo-militaire locale, donc rallié aux Russes. Donc vous avez en permanence cette tension avec une résistance active et parfois audacieuse qui conduit évidemment certains des stratèges de cette opération dite militaire spéciale à voir en tout Ukrainien, qu'il porte un uniforme ou pas, un suspect. Et donc, voilà, là, on recourt aux bonnes vieilles méthodes, je dirais, soviétiques, de sortes de micro-goulags localisés. Général, ces hommes, le plus souvent, sont en uniforme. Alors, vous allez me répondre que c'est la guerre, mais il n'y a pas quelques conventions quand même. Alors, Genève, mais pour ceux qui y adhèrent ou pas, mais ça pose quand même question. Ce sont des combattants. Et tous, selon la terminologie du Kremlin, ne sont pas des nazis qui ont combattu à Mariupol. Enfin, ils ne font pas tous partie, étant bien même, du régiment Azov. Bon, d'abord, moi, je suis surpris d'entendre qu'il y ait un mélange, entre guillemets, dans les détentions des civils et des militaires. Il y a un statut particulier pour les prisonniers de guerre, les soldats faits prisonniers, auxquels s'applique directement un certain nombre de conventions de Genève, soit celle de 1949 d'ailleurs, pour le respect de leur intégrité, leur sécurité, des conditions décentes finalement d'emprisonnement jusqu'à leur libération à la fin de la guerre. Donc ça, manifestement, les images qu'on nous a présentées, ce n'est pas rempli comme condition. En rappelant, comme vous avez dit, que l'ONU devait pouvoir visiter. J'ai un doute, il me semble bien que c'est plutôt le CICR dont c'est la mission première et principale, justement parce que comme elle n'est pas politisée, qu'elle est complètement indépendante, elle a cette mission maintenant depuis 1859, en gros je dirais, même si je raccourcis peut-être un peu l'histoire, d'assurer finalement ce contrôle du bon suivi des prisonniers de guerre. Parce que c'est son rôle et parce qu'elle est impartiale. Elle ne dit rien. C'est ça peut-être ce qu'on peut lui reprocher. C'est ça que quand j'entends dire qu'il faut appeler les ONG s'occuper de ça... Ce sont les chercheurs qui ont fait ces recherches de Yale qui disent il faudrait que des représentants de l'ONU puissent se rendre sur place. Ça vous surprend, ces images? Je sais que vous avez été choqués en les regardant. Tout d'abord, je suis choquée parce que ça me rassemble beaucoup le camping de nazis au ghetto de nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que ces gens sont des victimes innocentes
Troisième chose, nous savons que cette situation n'a soumis aucun droit, car c'est des républiques séparatistes, ils ne connaissent pas ni Convention de Genève, je dirais un peu c'est des gens sauvages qui gèrent pour cet endroit-là. Et bien sûr, ils ne connaissent pas ni Convention, ils ne pensent pas dans le terme de droit, ils pensent juste que, pour moi, c'est un peu un camping des otages. C'est des otages qui sont pris pour quel but? Peut-être eux-mêmes, ils ne connaissent pas pour quel but. Tout d'abord pour les vendre pour prix plus grand, peut-être pour organiser une provocation de type de Helenovka, où les gens ont été explosés parce que je ne sais pas quel but ils ont suivi pour bondir encore le nom d'Azov. Et le civil, vous savez que vous dites le terme russification, mais c'est plus mauvais sens de ce terme russification. C'est exactement le monde russe qui a créé Dugin, qui Daria Dugin est complice, qui Medvedev est complice. C'est ça leur monde russe, cet type de détention, de traitement avec, c'est totalement inhumain. Et j'ai pas des mots pour... Mais ça s'apparente quoi, Vincent, à des prisons? Parce que ce que dit Nadja, elle a raison, c'est pourquoi faire? Enfin, pourquoi en faire? Si ce sont des combattants, pour les retirer, oui, mais pendant un temps, le temps de la guerre, là, on sait que cette guerre, on n'en connaît pas la fin, bien évidemment, mais dans quel but les Russes font ça? Des interrogatoires? De quoi? Qu'est-ce qu'ils connaissent, ces gens, pour les interroger? On ne sait pas quels sont les gens qui en font partie, quand même. On connaît que les combattants. C'est les civils de Mariupol. Ils connaissent quoi? Dans tous les cas, ce sont des camps de détention, c'est comme ça qu'il faut les retenir. Maintenant, effectivement, qu'il y a différentes catégories de personnel dedans, c'est ça qui pose problème. Et peut-être aussi, c'est capter toute la population dite mâle pour éviter qu'elle reprenne les armes d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui s'est connu dans d'autres guerres. Merci. Oui, Vincent. Non, juste le paradoxe de cette histoire, c'est que si effectivement on détient dans un même endroit des civils et militaires, on valide le concept de peuple en armes, tout uni contre l'occupant, ce qui est quand même un effet boomerang assez fracassant.